Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Perrault. Et jusqu'à 10h, voici le grand débat avec ce sujet, Benjamin. La fin des imams détachés est-elle une bonne idée? Vous en parlez avec vos invités, Djemila Benhabib, qui est militante et écrivaine, auteure entre autres de Islamophobie, Mon œil, aux éditions Ken, mais également avec Guylain Chevrier, qui est membre de la direction du comité Laïcité République et ancien membre de la mission Laïcité du Haut Conseil à l'intégration. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour parler de ce sujet passionnant, mais qu'il faut décortiquer. Beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Déjà, première question, c'est important, Djemila Benhabib, c'est de savoir ce qu'est exactement un imam détaché. C'est important de le préciser, d'expliquer ce que c'est, d'où viennent-ils, combien sont-ils en France, et quand on parle d'imam détaché, de quoi on parle tout simplement? On parle en fait d'imams qui sont rattachés à 3 États essentiellement, qui sont le Maroc, l'Algérie et la Turquie. Et en fait, on les dénombre, on en compte 300 à peu près sur le territoire français. Et donc, historiquement, dans les années 50-60, la France avait réellement un besoin en matière d'imams, et donc elle s'est tournée vers les pays qu'elle connaissait un peu ou même bien, et donc elle les a donc invités à organiser, disons, de façon plutôt formelle, la prédication en France. Dans les mosquées françaises. Voilà. Guylain Chevrier, ça veut dire qu'en gros, ces imams détachés, ils arrivent de l'étranger, ils sont financés par ces 3 États, notamment, c'est ça? Ils sont payés par ces 3 États, évidemment. Guylain Chevrier, oui. Oui, effectivement. Alors, c'est toute la question, puisque avec la décision, à partir du 1er janvier, de ne plus accepter l'arrivée sur notre territoire d'imams détachés, c'est la volonté, effectivement, qu'on aille vers des imams français qui parlent donc, effectivement, dans l'esprit républicain, s'adressent à d'autres Français. Et donc, effectivement, là, on est sur quelque chose de tout à fait important, même si on doit y mettre un certain nombre de précautions. Djemila Benhabib, vous parlez d'une part de la souveraineté qui est restituée grâce à cette décision qui a été prise depuis le 1er janvier, c'est-à-dire en fait, à chaque fois qu'un État fait appel à un autre État pour résoudre un problème, parce que c'est ce qui est arrivé dans les années 50, bien c'est une partie de la souveraineté qu'on partage avec un autre État, pour lequel évidemment on doit faire confiance. Il y a une certaine confiance donc à avoir, et la confiance en fait elle se gagne. Or, elle n'est plus là, la confiance, aujourd'hui? La confiance, elle s'est un peu érodée. Parce que l'islam a évolué. Il y a eu des convulsions historiques. Il y a eu des interférences, évidemment, et l'islam a totalement changé. Et la sociologie des musulmans en France, elle s'est totalement métamorphosée. Donc, il y a une véritable réflexion à avoir concernant l'organisation de l'islam en France. Et je ne pense pas que cette mesure qui a été faite d'une façon assez isolé, parce qu'on ne nous dit pas quelle est la vision globale que l'on partage concernant la formation des imams, qui va remplacer ces imams, comment ces imams... Qui va financer et comment on va les remplacer. Exactement. Et donc, c'est cet ensemble, en fait, aujourd'hui, qui nous manque pour pouvoir mesurer la portée de cette action qui, à mon avis, somme toute, très modeste. Vous partagez ce constat, Guylain Chevrier ? Oui, alors il y a un nouveau cadre qui doit être posé relativement aux associations qui gèrent des lieux de culte musulmans pour leur permettre d'embaucher donc ces imams, le cas échéant, ces imams anciennement détachés en quelque sorte, avec un délai de 3 ans, donc effectivement pour les remplacer. Donc on est sur une voie qui est celle d'une reprise en main en quelque sorte. Effectivement, donc de ce côté, je sais pas si on peut parler vraiment de souveraineté, mais parce que on voit bien que on est face à un échec. C'est que ce qui avait été mis en place avec le Conseil français du culte musulman, par exemple, depuis 2003, n'a pas fonctionné dans la mesure où un certain nombre de sondages nous renvoient
qu'une large majorité de nos concitoyens de confession musulmane n'adhèrent pas au pacte républicain, ou très très difficilement sur certains aspects, pas sur d'autres. Enfin, il y a des sondages très récents qui en témoignent de manière assez éloquente. Donc je crois que là, on voit bien le fossé qui s'est creusé, et il y a des choses, c'est sans aucun doute à rattraper. Est-ce qu'on vise, très clairement, faut se poser aussi la question, est-ce qu'on vise ici les frères musulmans, l'influence, l'entrisme qu'ils ont en France, Guilain Chevrier? Alors oui, c'est certainement. On a cette difficulté de l'islam politique. Et d'ailleurs, c'est l'une de nos difficultés avec ces imams détachés qui viennent de pays où la religion n'est pas séparée de l'État, et donc avec un discours qui nécessairement ne colle pas à nos institutions républicaines, puisque l'État en France est séparé des cultes. Et d'ailleurs, effectivement, on a par exemple la Grande Mosquée de Paris qui a créé récemment une alliance des mosquées avec au niveau européen avec des leaders musulmans européens, et où étaient invités des leaders justement salafistes et musulmans et des frères musulmans, pardon. Donc on voit bien que on est loin d'avoir réglé véritablement la question. Djemila Benhabib, ce qui est intéressant aussi et important surtout de dire, c'est que concernant ces imams détachés, l'idée c'est que là on n'en recrute plus de l'étranger, mais les imams détachés qui sont toujours en France, ils restent? Oui, il reste. En fait, moi, je voudrais plutôt lever une ambiguïté qui ferait croire, en fait, que le danger viendrait finalement de ces imams qui sont envoyés par des États. Et donc, finalement, il y aurait un fossé entre les imams locaux, disons, et les imams donc étrangers qui viennent d'ailleurs. Et donc, les imams locaux sont davantage porteurs d'un discours, disons, plus serein, plus modéré, en harmonie donc avec les valeurs de la République. Et on l'a vu, c'est pas forcément le cas. Et en plus de ça, il y a des prédicateurs comme ça qui deviennent de grands influenceurs et qui sortent du lot. On l'a vu avec Tariq Ramadan, à quel point c'était un homme d'une grande influence, parce que non seulement il jouissait évidemment d'un réseau de mosquées qui faisait donc sa promotion, la promotion de ses idées, mais il a été aussi porté par une sphère médiatique, par une sphère académique, et donc on est face à un problème qui est complexe, qui dépasse largement la simple prédication et qui dépasse aussi les mosquées. Avec l'enjeu, la question aussi du numérique, des réseaux sociaux, d'Internet, c'est là aussi où on a cette influence-là. Absolument. Absolument, et je pense que c'est ça le nœud véritablement du problème, parce que depuis la guerre en Syrie, on a compris à quel point on avait aussi affaire à une jeunesse, à une partie de la jeunesse qui était vulnérable, sans véritablement de culture, disons, tournée vers le pays d'origine. Certains jeunes sont aussi issus de familles catholiques qui ont été tentés par le djihad, et donc on le voit à quel point ces influenceurs qui peuvent prêcher dans n'importe quel pays du Moyen-Orient, eh bien, ont aussi une capacité d'influencer sur une jeunesse française. Et moi, est-ce qu'on a une solution pour lutter contre ça? Précisément, j'ai pu m'en rendre compte. Il y a quelques années, lorsque j'ai rencontré des familles dont les enfants ont été donc enrôlés en Syrie, dont certains sont morts, ils me disaient qu'ils avaient perdu le contact à l'intérieur même de leur maison avec leurs propres enfants. Et donc, vous voyez, on est véritablement face à un problème d'une grande complexité, et je ne voudrais pas laisser croire que finalement ce geste qui a été posé par Darmanin, c'est la solution idéale, parce que c'est loin de l'être. Guilain Chevrier, ce geste donc de Gérald Darmanin n'est pas la panacée, entre guillemets. Est-ce que, en plus, cette mesure, cette décision peut être contournée par ces États, par l'Algérie, par le Maroc ou encore la Turquie? Écoutez, déjà, effectivement, cette décision, si elle est bonne, effectivement, faut-elle qu'elle s'inscrive dans une vision plus globale au regard des difficultés que nous rencontrons dans l'intégration de nos concitoyens de confession musulmane, et particulièrement des plus jeunes qui sont les plus résistants. Et ça, c'est un vrai signe inquiétant, puisque la nouvelle génération est encore plus éloignée dans les enquêtes d'opinion de notre pacte républicain. Oui. Alors effectivement, il faut se recentrer aussi sur des enjeux qui sont liés au rapport entre le religieux et la société, et la conception que l'islam peut en avoir. Si on ne s'attaque pas à cette question, à savoir
l'islam n'autorise aucune autonomie, pas simplement du politique, mais du droit. L'histoire de notre pays s'est construite sur justement l'autonomisation du droit, c'est-à-dire du passage de la loi dite par les dieux à un droit fait par les hommes. C'est quelque chose qui n'a pas eu lieu dans les pays d'origine, de référence, y compris de ces jeunes aujourd'hui qui mythifient leur pays d'origine, qui le sacralisent, et qui sont dans un rapport qui est plus même à l'Oumma, c'est-à-dire à la nation au-dessus des nations, et donc qui peuvent constituer à un moment donné aussi une nation dans la nation, dans notre propre pays, comme c'est le cas dans un certain nombre de pays. C'est ce qui était d'ailleurs noté, une des inquiétudes des gouvernants du Royaume-Uni à un moment donné, qui avait fait la une de l'actualité. Ouais. Donc on a cet enjeu qui est très fort, qui est aussi un enjeu de quel doit être l'islam de demain, et c'est un enjeu d'aggiornamento, c'est-à-dire de comment on discute du fond sur ce qu'est l'islam. On va y revenir justement, on poursuit le débat, sujet passionnant avec vous. Guylain Chevrier et Djemila Benhabib, on y revient dans un instant. On rappelle peut-être, Laurence, la question qu'on vous pose sur notre compte Twitter Sud Radio. Exactement. Depuis le 1er janvier 2024, plus aucun imam étranger ne peut être envoyé par son pays d'origine pour prêcher dans les mosquées françaises. Selon vous, est-ce que c'est un bon choix et que cette mesure va permettre de lutter contre l'influence des frères musulmans? Vous répondez actuellement non à 69% sur X. 9h45 sur Sud Radio, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Perrault. Et le grand débat jusqu'à 10h avec cette question, la fin des imams détachés est-elle une bonne idée? On vous rappelle que depuis le 1er janvier de cette année, donc, plus aucun imam étranger ne pourra être envoyé par son pays d'origine pour prêcher dans les mosquées françaises. Vous en parlez, Benjamin, avec Djemila Benhabib, qui est militante et écrivaine, auteure de Islamophobie, mon œil, et également avec Guylain Chevrier, membre de la direction du comité Laïcité République et ancien membre de la mission Laïcité du Haut Conseil à l'intégration. Djemila Benhabib, on en parlait juste avant la coupure. Là, il y a la question qui se pose, c'est sur la question des financements. Si ces financements ne viennent plus du Maroc, de l'Algérie, de la Turquie, d'où peuvent-ils venir? Puisque l'État ne peut pas intervenir ici en France. Oui, bon, non seulement l'État ne peut pas intervenir, mais bon, en fait, il y a des imams qui sont payés. C'est le cas de la plupart d'ailleurs des imams qui sont payés par les mosquées elles-mêmes, donc par des associations. Ce sont des associations qui se constituent et qui payent les imams. Donc encore là, il y a des locaux donc qui contribuent au financement. Il y a des fondations aussi privées donc étrangères qui contribuent au financement. Il y a des États qui contribuent au financement. Donc les sources en fait de financement sont évidemment multiples. Mais qui finance? Mais si les financements des États ne sont plus là, comment fait-on? Ça va être compliqué justement pour ces mosquées. Écoutez, comment vont-elles pouvoir faire? On peut lever un impôt, on peut imaginer toutes sortes de financements. Il y a des fondations aussi privées qui sont extrêmement influentes, très riches en fait au Moyen-Orient et en Turquie. Mais en fait, on va déplacer le problème. Je crains que cette question du financement, si elle n'est pas résolue en France, et si on ne coupe pas aussi le financement étranger, en fait, on ne fera que réinventer finalement un problème qu'on a tenté de résoudre. Après, vous le disiez justement hors antenne, c'est que la Belgique, par exemple, propose de financer le culte musulman, mais que ça ne résout pas le problème. Oui, tout à fait. En fait, il y a plusieurs pays européens qui financent les cultes. Je veux dire, le modèle français est un modèle assez particulier. Donc, c'est une laïcité plutôt d'indifférence vis-à-vis des religions. Ce n'est pas le cas donc des autres pays européens où il y a plutôt une neutralité de reconnaissance. Donc, on reconnaît les cultes et par conséquent, il y a certains États qui subsidient le culte. Donc, en Belgique, en fait, on subsidie le culte musulman et pourtant, les problèmes demeurent. Les problèmes sont là parce que, comme le disait Guylain tout à l'heure, il y a une bataille véritablement politique, idéologique, intellectuelle, culturelle à mener, et celle-ci, elle doit se mener à l'intérieur du pays. Alors, avec qui va-t-elle se mener? Sinon, avec les laïcs qui ont un héritage musulman, mais pas seulement, qui partagent parfaitement les valeurs de la République et qui sont en harmonie évidemment avec le pacte républicain. Guylain Chevrier, cette question du financement, elle est centrale. Oui, alors d'ailleurs la loi dite contre le séparatisme, confortant le respect des principes républicains d'août 2021, a prévu des limites dans ce domaine avec
un contrôle des dons de plus de 10 000 euros pour les associations gestionnaires de lieux de culte. Bon, cela étant, effectivement, la question du financement n'est pas peut-être la véritable question centrale, même si elle a bien sûr une importance très grande. Mais c'est effectivement la vision que peuvent avoir nos concitoyens de confession musulmane de leur rapport à la religion et d'arriver à effectivement faire que ces jeunes Français d'aujourd'hui s'identifient à leur pays, parce que rappelons que nous sommes dans un pays où notre conception, je dirais, du fait de faire société part de la volonté de vivre ensemble sur le fondement d'un certain nombre de principes qui doivent être absolument partagés, même si on n'en a pas une pleine conscience, mais qui fondent notre liberté. C'est un espace protégé par la loi à l'intérieur duquel on peut agir librement sur toute une série de sujets, dont la liberté de conscience. Et cette liberté de conscience, on doit s'interroger de savoir pourquoi elle télescope le sentiment religieux de nos concitoyens de confession musulmane, très majoritairement dans les enquêtes d'opinion, comme si la laïcité les agressait, alors qu'en fait, c'est au contraire un espace de liberté. Alors il y a une réponse quand même, c'est ce rapport, ce conflit de loyauté avec le pays d'origine et les discours qu'on laisse se propager, et peut-être le manque d'une certaine cohérence du discours politique en la matière. Et la question de savoir aussi comment on organise l'islam en France, puisque c'est ce qu'on voit, on a beaucoup de mal justement à l'organiser, c'est très compliqué, Djemila Benhabib. Oui, c'est très compliqué parce que d'abord, il n'y a pas véritablement de hiérarchie, donc chez les musulmans, en tout cas pas chez les sunnites. Donc il y a aussi donc l'influence des États qui est là, qui est prépondérante. Qui n'est pas la même selon les États. Oui, qui n'est pas la même selon les États. Par exemple, en Belgique, on retrouvera évidemment les deux grandes diasporas, à savoir marocaine et turque. En France, il y a plutôt donc la diaspora algérienne qui est beaucoup plus importante du point de vue évidemment du poids historique, et dans d'autres pays c'est un peu différent. J'aimerais revenir sur ce que disait Guilain par rapport à la fracture générationnelle. En fait, on ne la retrouve pas... Parce que ça, c'est sans doute l'élément central, oui, effectivement. On ne la retrouve pas seulement chez les musulmans. En fait, on la retrouve dans l'ensemble de la société. Et ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. En fait, le religieux est plus perméable chez les jeunes. Et les jeunes ne comprennent pas l'importance, la nécessité de la séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux. Principe fondamental de la démocratie, principe aussi fondamental de la souveraineté populaire. Quand on parle de souveraineté populaire, eh bien, ça veut dire qu'on doit réfléchir, que le peuple doit réfléchir de par lui-même. Or, chez les jeunes générations qui sont beaucoup plus influencées par un modèle qui est anglo-saxon, qui s'accommode du fait religieux, eh bien, disons que la prudence n'est pas là. En fait, on rétorquera, un jeune rétorquera, bon, bah, qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça t'enlève. En fait, on entend ces réflexions qui sont très naïves, et donc, on a le fardeau de la démonstration. Et d'essayer de défendre en fait un principe qui reste un principe qui est extrêmement important. On le voit aujourd'hui à travers le monde, à quel point lorsque les religions influent dans le politique, eh bien c'est un véritable désastre. Et donc on a un modèle à préserver évidemment, mais on a surtout un modèle à expliquer, on a un modèle à incarner auprès de l'ensemble en fait de la jeunesse. Et la jeunesse, disons, qui se reconnaît dans l'islam, n'échappe pas à toutes ces influences internationales. Guilain Chevrier, comment on le fait ça justement ? Alors je crois que, et c'est ce que j'ai d'ailleurs proposé dans une publication récente sur Atlantico, oui. Je crois qu'on ne peut plus faire l'économie d'un grand débat public national sur le sujet. Il faut arrêter de jouer. Il faut absolument poser les grandes questions qui sont celles relatives à nos acquis, que ce soit les acquis politiques, du droit civil ou économiques et sociaux qui constituent un tout, qui forment une liberté globale. D'ailleurs, la France est ce pays qui est allé le plus loin dans la séparation donc du religieux et du politique, en le formalisant par une loi, mais ce qui a eu toute une série de conséquences et qui est aussi venu d'une volonté, par exemple, du mouvement révolutionnaire français et syndical, d'en finir avec un État qui soit sous l'influence des cultes,
parce que le culte en France a aussi encadré la vie de l'entreprise, particulièrement au 19e siècle. Donc ça a été un progrès considérable pour la liberté aussi des ouvriers, de la société, qui a donné lieu ensuite au fait de la conquête de grands acquis donc collectifs en termes de protection sociale. Donc tout ça devrait être expliqué tout à fait autrement. Et là, il y a un véritable problème. Montrer les enjeux qui sont ceux de ces choix de société qui se sont construits historiquement. Et je pense que sans ce grand débat, nous n'y arriverons pas. Et d'autant qu'on a effectivement une parole, parfois même présidentielle, qui avec le en même temps ne nous permet plus de savoir toujours exactement où nous en sommes au regard de ces enjeux-là. En tout cas, je l'aurais compris, hein, la question de la fin de ces imams détachés n'est pas l'entièreté de ce débat. C'est que le début. Il faut aussi aller plus loin sur cette question-là pour résoudre le problème. Jemila Benhabib, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, militante, écrivaine, auteure de Islamophobie, mon œil, que je montre pour ceux à l'écran qui nous suivent sur sudradio.fr, sur Facebook de Sud Radio, aux éditions Ken. Un grand merci aussi Guylain Chevrier, docteur en histoire, vice-président du comité Laïcité République, en tout cas membre de la direction, ancien membre de la mission laïcité du Haut Conseil à l'intégration. Merci à vous deux pour la qualité de ce débat. C'était important d'aller plus loin sur cette question-là. Un grand merci à vous, un grand merci aux auditeurs qui ont été présents encore au standard de Sud Radio 0826 300 300. Dans un instant, Laurence Perrault. Valérie Expert, hop là, Valérie Expert, vous allez retrouver Valérie avec son invité Plantu. Puis c'est le grand retour de notre ami Dédé Berkoff qui a fini ses vacances. Et quant à nous maintenant, eh bien, puisqu'il est pratiquement 10h, on se donne rendez-vous demain. À demain, très bonne journée à tous sur Sud Radio.